En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Cool Direct, numéro 1 dans le cœur de ses auditeurs. Bonjour, écoutez avec grand plaisir. Ce château qui est, comme vous l'avez dit, superbe, a été construit sur plusieurs époques. La partie la plus ancienne, c'est une partie du donjon actuel qui date du XIIIe siècle. Et là, en ce moment, nous nous trouvons dans l'entrée du château, dans la barbacane, qui est un véritable sas de sécurité. Ça permettait de filtrer les gens qui rentrent dans le château entre deux ponts-levis. Là, nous sommes sur l'emplacement d'un pont-levis qui existait, donc bien évidemment à l'époque où le château est habité. Mais ce pont-levis a été restitué puisque tous les ponts-levis ont été enlevés au XVIIIe à la demande de Marguerite de Fumel, habitante du château. Et celui-ci a été restitué il y a 4 ou 5 ans. Un projet qui a été mené notamment avec l'éducation nationale et c'est les élèves du lycée Couffignal qui ont aussi participé à ce projet. Donc ça permet de montrer à tous les visiteurs comment, à quoi ressemble un vrai pont-levis et quel est le système utilisé pour le faire fonctionner. Ça permet aussi, on reçoit beaucoup de scolaires au château, puisque l'an dernier on a reçu 3000 élèves, de leur montrer ce que c'est qu'un vrai pont-levis. Nous sommes là dans la basse-cour du château, alors une basse-cour comme partout, hein, avec normalement des animaux de ferme, etc. La particularité, c'est qu'ici, elle était dallée. Hein, Béranger de Roquefeuille, le seigneur qui a fait construire le château de Bonaguil, était relativement riche et donc il s'est permis de faire daller sa cour basse de façon à ce qu'on puisse évacuer les eaux usées. Vous avez regardé ici en bas à droite de la porte un petit conduit d'évacuation qui permettait d'avoir toujours un château propre. Et surtout, dans cette cour basse, on a cette magnifique colonne ici, là, qui fonctionnait comme une fontaine. Comme nous sommes plus bas que l'autre côté du château, de l'autre côté, il y a le puits. Ça permettait d'envoyer de l'eau par un couloir dans l'épaisseur du mur sur cette colonne qui fonctionnait comme une fontaine. Et en tournant les yeux vers le donjon, on voit ce magnifique édifice, ce donjon qui est construit sur le rocher. Ça lui donne une solidité d'assise. Et on voit nettement l'évolution du château avec la partie droite qui est 13e et la partie gauche qui est postérieure. Nous sommes ici au fournil ou la boulangerie. Hein. C'est là qu'on faisait donc, on comprenait cuire le pain. Le pain était très très important à cette époque-là. Les gens en mangeaient beaucoup. Et ici, nous sommes en présence de deux fours, un grand ici et un plus petit là-bas. Alors le grand servait bien évidemment à faire cuire le four. Hein. Il a été restauré. On a sur le sol une présence de mâche-fer qui permettait d'accélérer la cuisson du pain. Et le petit four servait à récupérer les cendres du bois qui brûlait pour faire chauffer le four et les faire refroidir parce qu'elles étaient bien évidemment réutilisées pour plein de choses et notamment aussi pour la lessive. Là, nous sommes à l'intérieur d'une salle qui est utilisée pour la défense. Il y a 3 canonnières qui sont disposées à divers endroits, à différentes hauteurs. Vous en avez une ici et vous en avez une qui est, vous voyez, un peu plus haut ici. Alors, la particularité de Bonaguil, comme c'est un château tardif, on a utilisé à Bonaguil les systèmes de défense propres au Moyen-Âge, les arcs, les archères, etc. Mais on va utiliser aussi, avec le début de l'artillerie, des canonnières avec les premiers fusils. Et cette pièce, comme vous pouvez le voir, elle a été conçue vraiment pour la défense parce qu'elle a un plafond très haut et un magnifique plafond en tas de charge, une voûte. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une voûte en spirale. Hein. Et vous avez ici, un peu plus haut, pas une ouverture pour utiliser les armes, mais c'est une ouverture pour l'aération. Les premiers fusils dégageaient beaucoup de fumée, il fallait permettre une aération de la pièce, sinon on ne pouvait plus respirer.
Là, nous allons rentrer dans la grotte, puisque sous le donjon, comme vous avez vu, il y a un rocher. Ce rocher est creux, il est traversé par une grotte. Et c'était forcément un endroit qui permettait de circuler à travers le site pour la défense. Mais surtout, on le sent un petit peu aujourd'hui, il fait frais dans la grotte. Donc c'est un lieu où on pouvait conserver des aliments. C'était en quelque sorte le réfrigérateur de l'époque. Et là, on pouvait stocker quand il y a des choses à manger. C'était important et stratégique. Là, nous nous trouvons dans le fossé du château. Face à moi, vous avez le rempart extérieur. Et derrière moi, il y a le corps de logis avec, vous voyez, la magnifique fenêtre en troisième meneau qui est là-haut. Elle est presque cachée par cette grosse tour. Alors, on explique souvent aux visiteurs que là, on voit nettement, à l'œil nu, l'évolution du château, puisqu'on a un appareillage de maçonnerie différent sous la belle fenêtre et sur la grosse tour. Donc on comprend nettement que la grosse tour a été construite après, et qu'elle est venue presque cacher cette belle fenêtre qui est la salle du logis, la salle de réception. Alors cette grosse tour était intéressante parce qu'elle faisait près de 40 mètres quand elle était habitée avec sa toiture. Et elle avait 7 niveaux, 7 étages, avec les parties supérieures qui étaient donc des pièces de vie. En dessous, il y avait 2 niveaux de stockage de magasins, un pour les aliments, l'autre pour les armes. Et enfin, la partie basse était utilisée, comme vous pouvez le deviner, en voyant la canonnière qui est derrière moi, pour la défense. Donc on avait défense, stockage et habitation. Dernière chose, vous voyez en haut cette frise de pyramide inversée. C'est typique des constructions à la bretonne. Vous avez exactement les mêmes au château de Tonquédec, en Bretagne. On ne sait pas pourquoi nous avons cette magnifique frise à Bonaguil. Ces corbeaux en forme de pyramide sont très très beaux. Et c'est une énigme de plus de Bonaguil. Nous sommes ici sur l'esplanade de Marguerite de Fumel. Cette partie du château a été agrandie à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Du temps de Béranger de Roquefeuille, le rempart était à peu près au niveau où il y a le jeune sportif là. Bonjour Bertrand. Et sinon, vous avez la magnifique vue la plus célèbre de la façade ouest du château. On voit vraiment la grosse tour, la tour carrée, et on devine le donjon derrière. Nous sommes au pied de la tour carrée, dans laquelle nous allons rentrer dans quelques secondes. Alors comme vous pouvez le deviner sur la façade, il y avait un pont-levis ici aussi. C'est-à-dire qu'à Bonaguil, il y avait plusieurs ponts-levis. J'ai déjà dit tout à l'heure qu'il y en avait un à la Barbacane et un donc, pour entrer dans la cour d'honneur, mais il y en avait 7 de construits. Et celui-là, vous voyez, il était vraiment fait pour la défense, puisqu'on a une porte qui est très haute. Il va être difficile de la casser avec un bélier, surtout qu'elle est encadrée par des canonnières de chaque côté. Et vous avez une canonnière ici, qui surveille aussi et qui permet d'avoir un tir croisé, si jamais quelqu'un avait envie de monter, dégonder la porte. Chose tout à fait impossible, puisque vous allez le voir en rentrant, les gonds sont inversés. Il y a 2 gonds dans un sens, et le troisième était dans l'autre sens, on ne pouvait pas non plus dégonder. Donc on ne pouvait pas la casser, on ne pouvait pas la dégonder. Il est vraiment imprenable ce château. Nous sommes dans le logis, la salle de réception, la salle à manger, qui paraît petite par rapport au château, mais c'est là aussi par rapport à une volonté de confort. Béranger voulait un château imprenable, un château sécurisé, mais un château où il faisait bon vivre. Vous avez vu, la pièce a été chauffée par cette cheminée ici. Donc la place la plus importante était ici, devant la cheminée. Et lorsqu'il y avait des réceptions, les invités pouvaient s'installer en U, jusqu'à l'opposé de la cheminée. Et donc forcément, celui qui se retrouvait assis
à table par là, il n'était pas bien vu par le Seigneur, hein, parce que la place la plus importante était à l'opposé, proche de la cheminée. Alors j'aime beaucoup la pièce où nous nous trouvons, que nous appelons la salle des graffitis, on va en parler dans quelques secondes, parce que dans cette pièce on comprend et on voit les gens qui ont vécu ici, notamment parce que ce qui a été trouvé, les objets qui ont été trouvés dans des fouilles archéologiques, hein. Vous avez par exemple, regardez ici, une petite marmite de dinette, c'est-à-dire qu'une enfant a joué avec cette marmite. Vous avez ici un pot à onguent, les dames mettaient déjà des crèmes sur le visage. Là-bas, un réchaud, on mettait des braises, hein. On posait ça sur la table, ça permettait de garder un plat au chaud, donc le chauffe-plat déjà à l'époque. Donc plein d'objets utilitaires, hein, qui nous parlent quand même de la façon de vivre de cette époque-là. Dernière chose, et chose encore plus intéressante, ce sont des graffitis, des écritures sur les murs. Alors regardez la photo de ce lion, on voit là les pattes avant, les pattes arrière, le corps, la queue, la crinière, il a la gueule ouverte. Ce dessin, cette photo a été prise sur le mur ici. Si vous mettez là, vous allez bien voir le lion là-bas. Sur cette paroi et sur celle d'en face, vous avez des graffitis, fin 16e, début 17e siècle. Des poèmes, des dessins. Par exemple, là, vous avez un portrait de dame. On voit son cou, le collier, les cheveux, etc. Cette photo a été prise ici. Regardez, il est là. Dans cette tache brune, là. Donc c'est un véritable livre d'or que nous avons sur ces murs, qui nous parle des personnes de cette époque-là, signatures, comme je dis, poèmes. C'est gravé dans l'enduit avec une dague, par exemple, et donc vous avez par exemple ce bel amour en Dieu caché, le mot amour qui est calligraphié ici, là. On est juste au bout de mon chapeau, là, amour. Vous le voyez? C'est superbe, c'est très très beau et c'est très émouvant de voir que ces personnes ont laissé une trace. Alors le château est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Alors dernière entrée possible 1 heure avant, jusqu'à 18h, puisqu'il faut le temps, vous l'avez vu, de faire le tour du château qui est grand avant la fermeture. Ça c'est jusqu'à fin août. Ensuite on passera en réduction d'horaire, ça sera de 10h à 18h en septembre. Et ensuite toujours on réduit le soir, après-midi jusqu'à 17h30. Et voilà, en saison d'été c'est 10h, 19h. Est-ce qu'il y a des événements ce mois-ci que vous organisez ? Alors vous savez, en temps normal, il y a beaucoup d'activités et d'animations au château. Cette année est un peu particulière, mais là nous avons une soirée projection cinéma le 13 août à 21h30 avec le Ciné Liberty de Mont-Sampron-Libos. Ce sera le film Edmond qui sera projeté sur l'esplanade de Marguerite. Donc ça sera certainement une soirée très agréable.